Une vision peut être sincère, intensement désirée. Elle peut être cohérente avec ce que nous croyons être. Elle peut mobiliser toute notre énergie et malgré tout reposer sur une lecture fausse de la situation. En fait, c'est peut-être l'un des dangers les plus difficiles à reconnaître. Nous savons que les autres peuvent nous tromper, mais nous admettons plus difficilement que nous pouvons être convaincus, déterminés, parfaitement sincères, tout en nous trompant nous-mêmes. Bienvenue dans la fabrique du leader, le podcast. Dans l'épisode précédent, nous avons défini la vision comme étant une direction vers un horizon. Cette direction naît d'un désir ardent, d'un état de conscience différent que nous voulons, ou nous voulons quitter un état de conscience que nous ne voulons plus, que nous ne voulons pas. Et dans le même temps, pour cela, une nouvelle exigence apparaît. C'est avant de se projeter dans cette vision, il faut pouvoir voir clair, parce que la perception n'est jamais neutre. Nous avons tendance à croire que nous voyons les choses telles qu'elles sont. En réalité, nous voyons à travers des filtres. Les filtres de notre histoire, de nos attentes, de nos croyances, de nos peurs, les filtres de nos blessures, les filtres de notre milieu social, de notre culture, les filtres des récits auxquels nous avons été exposés. Et évidemment, l'état de conscience actuel dans lequel nous sommes, à partir duquel nous observons. Donc la perception n'est jamais neutre. La perception sélectionne, elle amplifie certains éléments, elle minimise d'autres éléments et elle fait des liens selon une logique particulière. C'est pourquoi deux personnes se retrouvent dans une même situation. L'un trouve une menace et l'autre voit une possibilité. L'un voit une humiliation et l'autre se dit « Oh, ça c'est une information utile ». Ou bien l'un voit une limite définitive et l'autre voit juste une contrainte à intégrer. Cela ne signifie pas que toutes les perceptions se valent. Cela signifie que nous n'accédons jamais au réel sans l'interpréter. Donc, voir clair ne signifie pas que nous allons supprimer tous les filtres. Il n'y aurait plus rien. Cela serait impossible. Il s'agit donc de reconnaître ce que nous avons en nous, quels sont ces filtres et comment est-ce que nous allons à ce que nous choisissons comme vision, à interpréter la situation. Parlons de sincérité. On peut avoir une véritable sincérité, mais la sincérité ne garantit pas la liberté de choix. Dans l'épisode précédent, nous avons posé la question de savoir est-ce que je veux vraiment cela? Là, c'est la sincérité. Mais nous devons nous poser la question de savoir comment ai-je appris à vouloir cela? Parce que on peut être parfaitement sincère, mais avoir été façonné par nos influences. Par exemple, la musique. La musique peut rendre certaines manières de vivre absolument désirables. Le cinéma peut donner une forme émotionnelle à nos représentations du succès, de l'amour, nos représentations du pouvoir, de la liberté ou du courage. La liberté, la liberté est sous influence. En allant vers d'autres exemples d'influence, on peut la littérature. La littérature nous apprend à admirer certains types de personnes, de conflits, certains destins. Les médias organisent notre attention vers certaines choses, certaines urgences. Vous prenez les grands médias, vous verrez que certaines choses sont à l'ordre du jour, certaines choses sont moins à l'ordre du jour. Il en est même des réseaux sociaux. Les choses deviennent virales lorsque on les met à répétition et on a l'impression que tout le monde en parle et que c'est important ou c'est urgent ou c'est la chose du moment. Ce sont des influences dont nous devons prendre conscience. Donc,
On peut présenter une information comme inédite et cela nous donne l'impression d'accéder à une vérité que les autres ignorent. Ou bien une révélation, on se dit que ça c'est une révélation de secret et à partir de ce moment-là, on a une impression de supériorité intellectuelle sans même savoir si c'est vraiment une révélation de secret. Et même si c'était une révélation d'un secret, est-ce que cela pose une supériorité intellectuelle véritable telle que nous la ressentons? On peut avoir aussi les intelligences artificielles qui peuvent formuler des réponses très convaincantes et l'utilisateur n'ayant pas accès aux données, aux choix de conception, aux orientations et aux limites qui ont contribué à produire cette réponse, prend cette réponse comme étant vérité. Et sans ça, il faudrait donc savoir qu'une formulation peut être très fluide, mais sans être juste. On peut avoir une image puissante, mais ce n'est pas une preuve. Donc, ce sont des influences. On peut avoir une émotion intense, mais ça ne veut pas dire que c'est de la vérité. On peut répéter quelque chose en boucle, une information en boucle. Cela ne rend pas cette information vraie ou ça ne la rend pas évident. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que une idée qui nous donne le sentiment de nous libérer peut devenir une autre forme de dépendance. Cela ne signifie pas que toute influence est négative. Cela signifie simplement que les décisions, le désir que nous avons, ce désir ardent n'est pas formé dans le vide. Nous apprenons à travers des personnes, des œuvres, des traditions. Nous venons d'un milieu qui nous façonne. Donc la question n'est pas de savoir est-ce que j'ai été influencé, la question est de savoir est-ce que j'ai soumis cette influence à mon jugement. Et si nous n'avons pas soumis nos influences à notre jugement critique, nous allons à l'aveuglette. Nous jugeons par des choses qui sont fautes. Par exemple, l'intensité d'une idée, on peut la considérer que, oh, comme cette idée est intense, c'est une preuve. Non, ça n'est pas une preuve. Parce que nous ne l'avons pas examinée. Nous commençons donc à la protéger parce qu'elle est intense. Voir clair exige une capacité difficile. C'est l'idée qu'une idée peut rester une hypothèse tant que nous ne l'avons pas fait passer à nos filtres. Une idée peut être utile, mais elle n'a pas besoin d'être universelle. On peut avoir une idée qui a transformé notre vie, mais elle ne devient pas une loi applicable à tous. Quelque chose peut avoir marché dans notre situation, mais ce n'est pas quelque chose qui marche dans toutes les situations. Donc, notre influence ne doit pas devenir l'influence des autres, l'influence de ceux qui dépendent de nous nécessairement. Donc, il faut voir clair dans nos influences, voir clair en nous-mêmes. En nous-mêmes, c'est l'état le plus difficile à examiner parce que nous rencontrons toujours nos émotions. Nous devons appeler ce qui est autour de nous, en nous. Nous pouvons appeler ambition quelque chose qui est une tentative de réparer une humiliation simplement. Et voir clair en nous ne signifie pas disqualifier automatiquement un désir parce qu'il vient d'une peur, parce qu'il vient d'une blessure, parce qu'il vient d'un besoin de reconnaissance. Non. Nos motivations ne seront jamais pures. Et pourquoi elles le devraient? Et pourquoi elles devraient être pures? Une ambition peut contenir un désir de réussir, un désir de réparer une blessure, un désir de réparer une humiliation. Donc, voir clair en nous et ce qu'on y trouve comme source de nos influences n'est pas forcément à éliminer. Il ne faudrait pas éliminer l'ambition, le désir parce que il est reposé sur une blessure, mais prendre conscience nous permet d'agir avec lucidité. Il ne faudrait pas que le désir de réparer une humiliation devienne une vengeance dans laquelle nous devenons nous-mêmes prisonniers. Et donc, lorsque nous avons vu clair en nous,
on doit savoir maintenant que si nous avons une vision, c'est que cette vision doit nécessairement dépasser le réel. Si nous ne projetons pas notre situation actuelle dans quelque chose qui dépasse le réel, nous ne sommes pas dans la vision, nous sommes dans la prévision. La vision doit dépasser ce qui existe. Elle introduit dans le présent la représentation d'une réalité qui n'est pas encore pleinement visible. C'est pourquoi elle est une vision. C'est pourquoi le réel ne fait que nous informer. Elle nous met à l'épreuve, elle nous oblige à préciser les choses, mais le réel ne doit pas nous emprisonner. Le réel ne doit pas emprisonner notre vision. C'est pourquoi nous devons voir le réel, mais il faut savoir que les faits ne parlent jamais seuls. Les faits parlent à partir du moment où nous les organisons mentalement. Donc, dans les mêmes faits, il y a une sélection que nous faisons à partir de notre état. On fait une sélection, on les relie, on les interprète. Donc, une même donnée peut donner plusieurs lectures. On peut avoir un chiffre qui nous dit qu'il y a du progrès, mais ce même chiffre peut nous dire nous avons une fragilité. On peut avoir une croissance qui dit qu'on ne maîtrise plus la vitesse et une croissance qui dit que nous sommes vraiment dans le progrès. On peut avoir une baisse de performance qui montre qu'on a un échec ou une baisse de performance qui montre un apprentissage à partir duquel on aura une croissance. Les faits, un silence par exemple, peut signifier l'adhésion, mais peut aussi signifier la peur ou bien un désengagement. Donc les données sont nécessaires et les données ne sont pas ce qui doit remplacer le jugement et nous devons être conscients que les données ne sont que des éléments qu'on prend, qu'on considère réels, mais qui sont juste des informations à intégrer, à interpréter. Donc la capacité d'interpréter ces données dépend de nous. Les données que nous choisissons dépendent de nous. Et là où nous dirigeons notre attention, se dirige notre énergie. Et à partir de ce moment-là, nous savons sur quelles données nous focaliser et quelles données nous minimisons, pas par le fait simplement de dire qu'il n'existe pas, mais par une disposition d'aller au-delà de ces données-là. Donc, voir clair exige donc à la fois des mesures, de la sélection et une capacité d'interprétation, une compréhension du système. Donc, le leader ne méprise pas les données. Il n'abandonne pas non plus sa vision aux données immédiates. Il apprend à les faire dialoguer. Et il ajuste la forme sans perdre l'horizon. Lorsque le réel ne correspond pas à ce que nous avons imaginé, il y a 3 réactions qui sont possibles. La première consiste à abandonner la vision. La deuxième consiste à faire une correction et accuser la réalité. Disons, la première consiste à abandonner la vision. La deuxième consiste à refuser toute correction et à dire que la réalité n'est pas encore prête. Les gens ne sont pas prêts pour cette vision. La troisième consiste à maintenir l'horizon tout en adaptant la forme. C'est la troisième qui est la plus conseillée si nous voulons vraiment atteindre une vision, disons, aller vers une vision qui dépasse ce que le commun des gens considère comme étant réel, factuel, immédiat. Sinon, nous subissons la dictature des faits, alors que seuls ceux qui peuvent penser quelque chose qui va au-delà des faits peuvent transformer le réel. Dans un collectif, en fait, c'est la même chose dans un collectif. Une équipe voit à partir de ses récits collectifs, de ses blessures, de ses habitudes. Et toute organisation finit par se construire des récits, par se construire une histoire. Ces sujets interdits, ces sujets valorisés. Mais il faut faire attention à ce que une organisation affirme et ce qu'elle encourage ou punit. Une organisation qui affirme qu'elle valorise l'initiative et punit chaque erreur est en désalignement. Donc,
il faut aussi voir quelles sont les influences de cette organisation sans rester prisonnier des faits si nous voulons dépasser effectivement la dictature des faits. Ce qui veut dire que nous devons appliquer le jugement critique à toutes les sources, sans exception, à toutes les sources, sans être paralysés non plus par notre interprétation de ces sources, parce que nous n'aurons jamais la totalité des informations. Nous agissons toujours avec une partialité des informations partielles, avec une limite de temps, avec des contraintes. Donc, nous avons notre horizon, nous avons un minimum d'informations et nous avançons avec la certitude d'arriver. Le doute n'est pas que le doute ne va plus arriver lorsque nous avons une vision, nous allons inexorablement vers cette vision. Le doute arrivera, mais nous, lorsque nous avons clarifié nos influences, nous pouvons, ça pourra nous aider à pouvoir dépasser notre doute et à continuer. C'est une discipline de lucidité. Parce que la lucidité absolue n'existe pas. On aurait une lucidité absolue dans le cas hypothétique où on pourrait clarifier toutes nos influences de façon absolue, mais non, elles n'agissent jamais de façon unique et unilatérale. Nous interagissons avec notre environnement. Nous nous trouvons dans un environnement où nous pensons être neutres. Les enfants influencent les parents autant qu'ils influencent que les parents les influencent. Dans une entreprise, le chef d'entreprise influence ses employés qui, en retour, l'influence lui aussi. Donc, l'humain n'est jamais neutre dans son environnement où l'on pourrait considérer que nous pouvons avoir une lucidité absolue et agir. Si nous n'avons plus d'influence, nous n'existons probablement plus. Le but, donc, ce n'est pas de se sentir intellectuellement supérieur aux autres, ce n'est pas d'effacer toute influence, mais de voir avec lucidité, de voir clair pour rester dans la direction que nous avons choisie, la direction de notre vision, sans rester dans la dictature des faits. Lorsque nous avons compris nos influences et que nous avons gardé le cap sur l'horizon, nous pouvons avancer. C'était donc l'épisode 7 de La Fabrique du Leader, le podcast.